Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui vous est proposé par Corridori. Que peuvent nous apprendre les voyages agronomiques de Arthur Young sur l'évolution de nos paysages depuis la fin du XVIIIe siècle? Cet agronome anglais a réalisé plusieurs voyages en France de 1787 à 1789. Ces carnets nous livrent de précieuses informations sur la France rurale à l'aube de sa révolution. C'est autour de ce thème que l'association vous propose un entretien entre Laurent Brassard, historien, maître de conférences en histoire moderne, et Hervé Covès, agronome, expert en agroécologie. Et Hervé, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Bonjour Florian, bonjour Laurent. Effectivement, j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est que la vie est belle. Mais la vie est belle d'une façon tout à fait extraordinaire. Et nos anciens ont peut-être aussi vécu de ces moments de beauté en contemplant nos paysages. Donc pour la petite histoire, avec notre petite association Corridori, nous menons un projet pilote sur une commune à Vic-sur-Breuil. Et, et donc, en arrivant là-bas, je me suis soudainement rappelé d'un livre que j'avais lu il y a une trentaine d'années, dont je n'ai plus retrouvé, donc je l'ai racheté, Les voyages en France d'Arthur Young. Et je me suis rappelé d'une description, justement, que Arthur avait réalisée en traversant ce beau pays. Et je voulais juste en lire quelques lignes. Le pays est tout en collines et en vallées. Les collines sont très hautes et chez nous seraient appelées montagnes si elles étaient incultes et couvertes de bruyères. Mais étant cultivées jusqu'à leur sommet, leur grandeur semble un peu diminuer pour notre vue. Leurs formes sont variées. Elles se dressent en superbes dômes, elles se projettent en masses abruptes qui enserrent des gorges profondes. Elles se déploient en amphithéâtres de terre cultivée dont l'œil perçoit les gradins. En quelques endroits, ce sont à la surface mille inégalités. Dans d'autres, l'œil se repose sur des coins de la plus douce verdure. Ajoutez à tout cela la riche robe avec laquelle la main prodigue de la nature a paré les pentes que surplombent les bois de châtaigniers, et soit que les vallées ouvrent leurs seins verdoyants et permettent au soleil d'éclairer les rivières dans leur repos relatif, soit qu'elles se resserrent en gorges profondes, livrant difficilement un passage à l'eau qui roule sur un lit de rochers et réjouit l'œil par le lustre des cascades. Ce sont toujours des scènes intéressantes et caractéristiques. Voilà, une belle description du paysage dans lequel aujourd'hui on ne retrouve plus tellement tout ça. Arthur nous parle de chemins qui ressemblent presque à des allées de jardins bordées d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, des routes nationales, des autoroutes, bien sûr tout le temps beaucoup de forêts, hein. Nous sommes dans la région Limousin, mais de grandes prairies. Tout ce qui faisait la beauté de ce paysage a disparu et lorsqu'on s'est dit qu'on allait replanter des arbres fruitiers le long des routes avec Aix-sur-Breuil, c'est là que cette idée est venue et nous est venue de façon peut-être un petit peu saugrenue de t'inviter, Laurent, pour que tu puisses nous parler de la vision d'Arthur Young. Alors, peut-être peux-tu nous préciser, juste pour commencer, qui est Arthur? Alors Arthur Young est le fils d'un religieux anglican anglais qui a fait un bon mariage. Donc c'est une famille de petite aisance, cultivée, donc pas dans la difficulté économique, qui a accès à la culture, qui est éduquée. Et surtout un détail qui me semble extrêmement important, c'est une famille du Suffolk, excusez-moi. Et le Suffolk, c'est l'East Anglia, hein, cette partie la plus à l'est de l'Angleterre, qui est tenue, qui a longtemps été tenue pour le fief de la révolution agricole anglaise. Révolution qui se serait développée de la fin du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On est là en East Anglia, au cœur de la révolution agricole anglaise. Et ça, je crois que Arthur Young en est profondément pétri. Arthur Young a longtemps cherché sa voie. Il va tâter un peu de commerce, un petit peu de journalisme, de littérature.
pour finalement tenter à son tour une carrière dans l'agriculture, il reprend une ferme d'une quarantaine d'hectares dans sa région natale, le Suffolk, l'East Anglia. Je vous rassure, c'est assez simple. C'est d'abord un bien de famille. Et en fait, on a là une des grandes caractéristiques d'Arthur Young. Arthur Young parlera beaucoup d'agriculture, mais sera un piètre agriculteur. Il reprend cette première ferme, et excusez-moi, il connaît plutôt, ça se passe pas bien, d'autant que la ferme appartient à sa mère, et il se brouille avec sa mère, donc il en reprend une autre. Donc la première, il la reprend en 1767, la seconde en 1766, pardonnez-moi, la seconde, il en prend une autre dans la région de l'Essex, dans le county de l'Essex, c'est encore un échec économique. L'année d'après, il en reloue une nouvelle, excusez-moi, et à chaque fois, ce n'est pas des petites exploitations, c'est une quarantaine d'hectares, c'est-à-dire quand même des exploitations qui garantissent l'indépendance économique. Hein, c'est des exploitations tout à fait viables. Et de nouveau, il s'en sert comme laboratoire pour des expérimentations agronomiques. Et manifestement, de nouveau, il se plante. Alors, notre piètre agriculteur reste passionné d'agriculture et comme il a une plume, eh bien, il se fait connaître par ses premiers écrits sur pour distiller des conseils agronomiques. Voilà, nul n'est prophète en son pays, il illustre ça à merveille. Et donc, en 1767, il se fait connaître par The Farmer's Letter to the People of England. Hein, c'est la lettre d'un cultivateur au peuple d'Angleterre. Et à partir de cet écrit, commence à se lier à toute la nébuleuse agronomique anglaise qui se structure hein, depuis les années 1700-1740 autour de gens comme Jethro Tull ou de Walter Hart. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il s'agrège à cette nébuleuse agronomique anglaise et il va consacrer la plus grande partie de sa vie à l'écriture de livres sur l'agriculture, l'agronomie. On estime qu'il aura écrit à peu près, jusqu'à sa mort en 1800, qui survient en 1820, il a vécu de 1741 à 1820, on estime qu'il aurait écrit à peu près 25 livres sur l'agriculture, sans compter tous les articles qu'il a pu donner à des périodiques. Mais dans ce genre littéraire sur des traités d'agronomie, il va se distinguer parce qu'il va inventer un genre nouveau. Ce genre nouveau, c'est le récit de voyage agronomique. Alors, il commence en 1768 par un récit de voyage agronomique en Angleterre, puis en 1770 dans le nord de l'Angleterre, en 1771 dans l'East Anglia, puis en Irlande de 1776 à 1778. Donc le principe est le même, il se promène et il décrit l'état de l'agriculture. Et lorsque l'état de l'agriculture l'interpelle, il mène une enquête. Il mène une enquête parfois statistique, se risquant à avancer un certain nombre de chiffres. Il cherche à comprendre, il fait des descriptions d'exploitation et ce nouveau genre, qui se lit de manière très agréable, comme un récit de voyage, mais qui comporte beaucoup de digressions économiques et agronomiques, va rencontrer un succès croissant. Ça n'est pas un hasard, parce que l'agronomie devient une passion partagée dans toute l'Europe occidentale. On parle d'agronomanie. Par exemple, quelqu'un comme Voltaire, même Voltaire s'y met. Voltaire, à son tour, s'intéresse à la culture, mais depuis fermé aux frontières entre le Royaume de France et la Suisse. Et puis Voltaire, avec son vitriol qui le caractérise tant, là, à ces mots que je peux pas, euh, j'ai trop envie de vous citer. Je cite Voltaire. Vers 1750, la nation, rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d'opéras, de romans, d'histoires romanesques, de réflexions morales plus romanesques encore, et de disputes théologiques sur la grâce et sur les convulsions, se mit à raisonner sur les blés. Non, c'est un rappel des choses de notre temps. Absolument. Absolument, il y a
Voilà, il y a un besoin de s'intéresser à la différence que l'époque ne partage pas les mêmes préoccupations que nous. On se met à raisonner sur les blés parce que ce qu'il importe, c'est de réduire le stress alimentaire. C'est dans le cadre de l'économie politique naissante. La vraie question, c'est comment produire mieux et plus. Je dirais même que le plus est plus important que le mieux. Il s'agit, en gros, pour des raisons, les États sont très intéressés pour des raisons politiques à réduire les famines. Enfin, plus exactement, au XVIIIe siècle, on a davantage de disette aiguë que de famine, parce que chaque disette provoque des troubles politiques. Donc, le grand enjeu des États, ce sont des États qui sont aussi plus paternalistes, donc ils prennent plus soin de leur sujet. Ce sont des États qui sont aussi réformateurs. Donc, ils veulent prendre des trains de mesures nouvelles et évidemment, l'agriculture les intéresse tout particulièrement parce qu'il s'agit à la fois de nourrir son peuple pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, et il s'agit aussi d'exporter des denrées agricoles pour enrichir le pays. Et par exemple, en France, alors il y a en Grande-Bretagne, la méthode sera la méthode du libéralisme économique. En France, c'est la physiocratie. Et la physiocratie dit ouvertement que la principale richesse du royaume, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture produit de la matière brute, des denrées de première nécessité, des matières premières qui seront transformées par l'artisanat ou l'industrie, la manufacture naissante. Donc l'essentiel, c'est de porter tous les efforts de l'économie sur l'agriculture. Et ce courant dominant de la physiocratie, qui est dominant en France entre 1750 et globalement les années 1780, montre bien l'importance que toutes les élites entendent consacrer à l'agriculture. Donc en fait, les écrits de Jung en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est aussi passionnée d'agriculture, rencontre forcément un public. C'est donc un succès commercial. Jung va pouvoir en vivre. C'est un succès commercial, mais c'est aussi un succès d'estime scientifique. Ça va offrir à Arthur Jung une forme de légitimité scientifique, si bien qu'il va être accueilli dans la prestigieuse Royal Society de Londres en 1774, même si très rapidement, la Royal Society va prendre ses distances avec Jung, qu'elle trouve, qu'elle trouve un scientifique un peu trop impressionniste à son goût. Euh, Mais aurait-il qu'est-ce qu'il amène en France finalement? Hein, donc il est à cette Royal Society et je pense qu'il n'est pas parti en Belgique, en Prusse ou je ne sais trop où. Qu'est-ce qu'il amène en France? Eh bien, il amène un vrai regard sur l'état de l'agriculture française. Pourquoi? Parce qu'on a un siècle des Lumières et on a ce qu'on appelle les républicains des lettres. C'est-à-dire que il est de bon ton entre gens de lettres scientifiques d'entretenir des réseaux de correspondance et d'amitié internationaux, au-delà des conflits politiques. Donc, Jung a tressé, lui aussi, les deux centres d'un réseau de gens passionnés par les questions agronomiques. Il est en correspondance avec Lafayette, il est en correspondance avec Washington, avec le chimiste anglais Priestley, et surtout, il a un lien d'amitié avec un certain Maximilien de Lazowski. Maximilien de Lazowski, c'était qui? C'était d'abord un militaire en Lorraine, au temps du roi Stanislas Leczinski, et qui ensuite, quand la Lorraine a été définitivement rattachée à la France, il est devenu le précepteur des deux enfants d'un des plus grands nobles de France, un des plus riches, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, possède un domaine agricole dans l'Oise, à Liancourt, hein, près de Compiègne, dans les riches terres à blé, et la Rochefoucauld-Liancourt est passionné d'agronomie et veut absolument, améliorer la vie de tous ces paysans, deux, améliorer la rentabilité de son domaine, car les nobles sont dépensiers, ça on le savait. Mais ce qu'on ne savait pas et qu'aujourd'hui on redécouvre, c'est que les nobles ne cherchent pas à s'endetter.
Au XVIIIe siècle, ils veulent rationaliser leurs sources de revenus. Et ça passe par une meilleure gestion de leurs terres, de leurs domaines fonciers. Alors, La Rochefoucauld-Liancourt, du coup, c'est qu'en Grande-Bretagne, il y a des transformations dans l'agriculture. Il va chercher à créer, à se mettre en contact avec le milieu agronomique anglais. Et donc, il envoie le précepteur de ses enfants, Maximilien de Lesowski, en voyage, tout frais payé, hein, avec ses deux fils. Et il les envoie faire un voyage en Grande-Bretagne parce que il, il sait qu'il y a des transformations agricoles, mais aussi des transformations économiques globales. Donc, il veut que ses enfants, eh bien, fassent un séjour en Grande-Bretagne pour voir, comprendre toute la nature et l'ampleur de ces transformations. Et donc, en fait, Lazowski va rencontrer Jung et une amitié forte va naître entre eux. Et cette première rencontre, ce voyage de Lazowski avec les enfants du duc de La Rochefoucauld-Liancourt, se produit en 1784. Et donc, dans la civilité des Lumières, il est de bon ton de rendre l'invitation. Donc, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, via Lazowski, invite à son tour Arthur Young à visiter la France en 1787. Et donc, Jung visite la France en 1700, premier voyage, en 1787, pour répondre à cette invitation qui était typiquement une invitation de la sociabilité des Lumières. Ah, Maintenant, donc ça, ce sera son... Pardon. pardon. Ça, c'est... Oui, je pense que c'est pas du tout exceptionnel. Parce qu'il est de tradition dans l'aristocratie anglaise. Alors, Jung n'est pas un aristocrate, d'accord? Mais dans l'aristocratie anglaise, il y a la tradition au XVIIIe siècle de faire un grand tour. C'est-à-dire que tous les enfants de l'aristocratie partent pour un voyage de 1 à 4 ans sur l'Europe continentale, voyage qui passe quasiment obligatoirement par la France et qui a pour point culminant l'Italie. C'est un voyage de formation essentiellement artistique, mais qui vise aussi à propulser le jeune dans un réseau de sociabilité aristocratique internationale. Parce que le jeune est reçu chez les différents nobles des régions qu'il traverse. Donc, ça sert à réactiver un petit peu cette, ce grand réseau de sociabilité aristocratique. La destination, c'est souvent l'Italie pour la culture artistique et esthétique des jeunes Anglais. Et ça passe évidemment souvent par la France. Voilà. Donc son premier voyage donc, l'amène, au début, je crois qu'il est assez, déçu par ce qu'il voit en France, hein, dès qu'il commence à traverser ces mornes plaines. Il est déçu parce que la France n'est pas à la pointe de la modernité agricole. La modernité agricole, c'est l'Angleterre et plus particulièrement l'East Anglia. La modernité agricole se rencontre aussi dans le nord de la France et plus particulièrement dans les Flandres, où se met en place un autre modèle agricole beaucoup plus familial et intensif. Et donc, quand Jung arrive en France, bah, il est déçu. Il est déçu à la fois par les paysages mornes et il est déçu par une agriculture qui se trouve totalement rétrograde, écrasée sous le poids du féodalisme, écrasée sous des usages anciens, c'est-à-dire tout le contraire de l'agriculture qu'il prône. C'est-à-dire, ça, j'y reviendrai, hein, sur le modèle, sur les constituants de ce qu'on a pu appeler parfois un peu avec excès la révolution agricole anglaise du XVIIIe siècle. Et donc arrivé en Limousin, donc là, je crois que son regard commence à évoluer. Alors, oui, en fait, c'est peut-être la première fois dans son voyage où il éprouve un bonheur. Alors, il l'éprouve déjà par un bonheur par antithèse, tellement ce qu'il a vu auparavant la, lui a déplu. Je cite, euh, je veux pas, je veux pas citer nos amis Berrichon, mais, mais il trouve déjà le Limousin tellement beau parce qu'il a traversé le Berry. Je cite Jung, hein, l'aspect général du pays de Vierzon à Argentan, c'est un terrain plat, sans intérêt,
sans beaucoup de, avec beaucoup de landes couvertes de bruyère. Et donc, quand il quitte cette morne plaine de la Champagne berrichonne, eh bien, il arrive dans les vallons, dans les vallons, les forêts, les prés du Limousin, un relief beaucoup plus escarpé, quelque chose qui est pittoresque, et là, il est absolument heureux. Et quand il quitte le Limousin pour passer dans le Quercy, eh bien, il a encore ce commentaire. Le Quercy, dit-il, est beaucoup moins beau que le Limousin, mais en compensation, il est bien mieux cultivé. Et ce qui est important, en fait, chez Jung, et c'est là où il y a un petit hiatus, c'est qu'on attend de Jung ce qu'il est, c'est-à-dire un regard agronomique. Or, dans le Limousin, il n'aura pas d'acuité agronomique. Il n'y a pas d'acuité agronomique de son regard. Le regard de Jung sur le Limousin est un regard d'esthète, un regard de peintre, un regard d'artiste, et nullement un regard d'un économiste féru d'agriculture. Ça, c'est absolument stupéfiant. Stupéfiant et compréhensible. Parce qu'en fait, selon moi, qu'est-ce que trouve Arthur Young dans le Limousin? Eh bien, il trouve ce qui est à la mode en Grande-Bretagne, le jardin paysager. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où s'élabore un nouveau type de jardin en Grande-Bretagne en opposition au jardin français tel qu'on le trouve à Versailles. Le jardin français, c'est l'homme est maître et possesseur de la nature. Il réduit, il concasse la nature pour la créer à selon son bon vouloir. C'est-à-dire, on ne laisse rien, on ne laisse pas la nature s'exprimer. On la cadenasse parce que l'homme est le grand architecte de la nature. Révolution politique en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a eu des jardins français, et puis, au fur et à mesure que le pays devient prospère, le pays devient fier de lui, fier de son modèle politique, et décide de changer ses jardins. Et c'est l'invention de ce qu'on appelle le jardin paysager anglais, qui va se développer à partir des années 1720, qui est théorisé par des voilà, qui est théorisé par des poètes, des artistes, et qui va avoir en fait ses premiers artistes paysagers, le plus célèbre étant Lancelot Capacity Brown. Et le projet, c'est de créer des jardins. Donc c'est artificiel, c'est créé par la main de l'homme, mais des jardins qui vont laisser l'illusion d'une nature libre. C'est donc des jardins qui vont casser la géométrie, la symétrie des jardins français. C'est des jardins qui vont prôner, par exemple, la ligne circulaire, la courbe, parce que l'idée que la ligne droite n'est pas naturelle, la nature n'est que courbe. C'est des jardins où on va briser les symétries. Mais c'est des jardins qui sont pensés, c'est quand même très anthropisé. On laisse l'illusion d'une belle nature. Et puis on va les orner de temples, de grottes, on va créer des grands lacs artificiels pour créer une très très belle harmonie, mais une harmonie qui paraisse toujours naturelle. Et donc, c'est des domaines où règne le vert. Et c'est ce que voit finalement, moi je trouve que Arthur Young trouve dans le jardin, trouve dans le Limousin, un immense jardin anglais. D'ailleurs, à quelques moments, c'est marrant, quand il fait sa description du Haut Limousin, là, entre les monts d'Amazac et Limoges, il dit, oh là, cet endroit, si on coupait quelques arbres, on aurait des superbes pelouses. C'est vraiment, il est pétri de cet imaginaire du jardin paysager qui est incroyablement à la mode en Grande-Bretagne à cette époque. Le moindre noble qui a l'argent fait détruire son jardin à la française et crée un jardin paysager. Et ces jardins paysagers, faut imaginer que ce sont parfois des dizaines d'hectares qui sont transformés avec des lacs en courbe, avec des essences sur lesquelles on va jouer sur les couleurs des essences, un petit peu comme les jardins japonais. Et donc ça, vous allez en avoir poison dans tout le XVIIe siècle.
Je comprends mieux pourquoi, Arthur Jung s'extasiait quelquefois de voir des tours dans les paysages limousin, donc un petit peu comme ces ruines, effectivement, qui étaient souvent construites dans ces jardins paysagers et qui le sont toujours d'ailleurs dans ces jardins paysagers anglais. Donc, si on peut peut-être, revenir sur le volet, agronomique, donc finalement Limousin, c'est ce qu'il s'attendait, enfin, donc une espèce de modèle de paysage, qui pouvait inspirer de son de sa culture, on va dire, de jardin paysager. Et alors ensuite, donc il arrive dans Quercy, bon, il fait plein d'autres voyages. Est-ce que tu pourrais nous indiquer un peu en termes d'agronomie, en fait, qu'est-ce qu'il a pu trouver, d'intéressant en France, qu'il n'avait pas, chez lui? On contextualise les choses, hein, chez lui, donc il y avait déjà un modèle, qu'on aurait tendance, enfin, je veux pas dire agro-industriel, mais c'est pour ça le parallèle avec aujourd'hui, un modèle donc beaucoup plus rationnel et en Limousin, en France, il va y découvrir un certain nombre de traits, de caractères, qui vont l'inspirer par la suite, je crois. Est-ce que tu pourrais un peu développer ces idées-là? Mais en fait, le regard que porte Arthur Jung sur l'agriculture française est très dépréciatif. C'est-à-dire, en gros, il visite un pays sous-développé. Il visite un pays, à l'agriculture archaïque. La France est l'anti-modèle pour lui. C'est-à-dire, c'est pour lui la France est un pays doté d'une richesse agricole, de potentialité agricole extraordinaire. Et tout le fil conducteur de son récit de voyage concernant l'agronomie et l'agriculture, c'est comment un pays qui a tant de potentialité agricole, tant de pays, de terroirs différents, comment ce pays peut-il avoir une agriculture aussi archaïque? Comment ce pays peut-il avoir autant de mal à nourrir sa population? Alors, une grande partie de sa démarche, c'est d'essayer de comprendre, de pointer quels sont ces archaïsmes. Et c'est pour ça que Jung va être très à la main en France. Parce que le milieu des agronomes français, eh ben, tient dans les récits de voyage de Jung, il tient dans son récit de voyage, eh bien, la preuve vue par un œil extérieur à la France qu'il faut changer les conditions agricoles de la France. Et ça, vous l'avez sous l'Ancien Régime. Alors, sous l'Ancien Régime, non, parce que le livre est publié en 1790 ou 92, je ne sais plus exactement. Les lecteurs de l'Ancien Régime ne l'ont pas eu, mais sous la Révolution, par exemple, eh bien, il faut savoir que l'unité de salut public, en 1793, eh bien, emploie un certain nombre d'agronomes pour traduire Jung en français. On est en 1793, comité de salut public, dominé à ce moment-là par Robespierre, 1793-94. Et donc, on crée un bureau de traduction où on convoque les agronomes français, ceux qui vont d'ailleurs être quasiment dans les antichambres du pouvoir et inspirer une politique agricole sous Napoléon. On les utilise pour traduire Jung. Parce qu'on a là, en gros, un bréviaire de ce qu'il ne faut plus faire. Et ça tombe bien parce qu'un certain nombre des obstacles pointés par Jung ont déjà été détruits par la Révolution. C'est-à-dire concrètement le système féodal et seigneurial, hein, le prélèvement seigneurial sur les paysans, le collectivisme agraire s'est détruit définitivement par la Révolution, les communaux s'est détruit par la Révolution qui en ordonne le partage, l'individualisme agraire contre le collectivisme agraire s'est promu par la Révolution. La police des grains, c'est-à-dire qu'en gros, les prix des grains sont fixés et chacun est tenu de vendre au marché le plus proche. Tout ça, ça a été explosé par les lois d'Alarme et Le Chapelier qui créent les conditions d'un libéralisme économique en France. Donc, finalement, la Révolution trouve aussi dans Arthur Jung un, un-
euh, une justification à sa politique. Une justification, mais les agronomes veulent aller beaucoup plus loin. Et justement, après avoir créé le contexte juridique d'une nouvelle économie sous la Révolution, eh bien, il faut aller plus loin sur la réflexion sur les pratiques culturelles, la réflexion sur de nouvelles plantes à introduire. Et donc, c'est pour ça que Jung va aussi encore avoir un beau succès sous la Révolution. Fabuleux, fabuleux. Mais le regard que porte Jung sur l'agriculture française est absolument un regard totalement dépréciatif. Donc, comme quoi la critique peut aussi être constructive, puisque finalement les réactions des agronomes et des agricultures françaises, n'a pas tardé à à évoluer. Alors en même temps, c'est pas Jung qui la provoque, hein, depuis les années 1750, les milieux économiques, les milieux administratifs, hein, je pense par exemple à Turgot en Limousin, heu, mais et ensuite sous le milieu agronomique naissant, n'ont de cesse depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, hein, dès l'Ancien Régime, de réfléchir à comment transformer l'agriculture française. Et ça passe par, bah, par exemple, quand Turgot arrive au contrôle général, on dirait aujourd'hui le ministère des Finances, en 1774, il prend un premier train de mesures pour libéraliser le commerce des grains. C'est-à-dire, bah, en fait, comme il n'y a plus de prix fixe des grains, eh bien, c'est l'idée qu'on crée un vrai marché des grains. C'est un moyen de stimuler les paysans, les grands seigneurs propriétaires des terres à investir dans la culture des terres. Et donc, je rappelle par exemple que dès les années euh, 1760, il y a eu une explosion des sociétés d'agriculture en France. Il y a vraiment un, une volonté partagée dans toutes les élites françaises de transformer l'agriculture, d'en faire une agriculture plus commerciale, une agriculture plus productive et plus productiviste aussi. Et Jung, en fait, c'est pas lui qui crée ça, hein. Jung, il est dans le mouvement. Il Et accompagne. dans le mouvement, et donc si on comprend bien, dans certaines mesures, il sert un peu de se faire valoir et débat. Exactement. On a un regard extérieur qui nous dit ça, bah, c'est que ça doit être vrai. Tout à fait ça, absolument. C'est le faire valoir l'élément probatoire d'un discours qui a 30 ou 40 ans derrière lui. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que la la vision justement d'Arthur, pour se recentrer un petit peu sur ces descriptions de donc de la non-performance, on va dire. Mais voilà donc, est-ce que tu penses que Arthur Jung a le message d'Arthur Jung pourrait avoir quelque chose pour nous aider à construire le monde qu'on essaie de construire aujourd'hui? Eh bien, au risque de décevoir tous nos spectateurs, euh, c'est très difficile, hein, de mettre dans la tête de quelqu'un qui est mort, parce qu'on sait tous que nos pensées évoluent en fonction du contexte. Et donc, je ne sais pas ce que préconiserait Arthur Jung aujourd'hui. D'accord. Je peux pas. Mais je pressens qu'il y aurait un grand malentendu entre Arthur Jung et les partisans d'une agriculture plus écologique et plus tournée vers le social aujourd'hui, tel que, tel que nous l'apportons. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, Arthur Jung, c'est le grand prophète de la révolution agricole anglaise du XVIIIe siècle. Et cette révolution agricole, c'est une transformation radicale des conditions de l'agriculture. C'est une agriculture qui se veut productiviste et capitaliste. Cette révolution agricole anglaise, elle vise à en finir avec l'agriculture vivrière, dominée par la polyculture, pour faire advenir une agriculture commerciale, spécialisée, génératrice de hauts profits. Je rappelle que cette agriculture est socialement très en vue. Elle a profité essentiellement à l'aristocratie anglaise. Pourquoi?
Parce que l'aristocratie anglaise au XVIIIe siècle, eh bien, elle fait le choix de concentrer tous ses domaines. Toutes les petites fermes, les métairies, les petites fermes qu'elle louait à des petites familles de paysans qui pratiquaient une polyculture vivrière, eh bien, elle décide de mettre fin à ce système. Concrètement, elle ne renouvelle pas les baux de ses paysans. Elle les chasse de ses fermes. Elle détruit les petites fermettes. Elle concentre les terres pour les transformer en des immenses domaines qu'elle convertit en herbe. C'est la fin d'un modèle de polyculture. On convertit globalement tout en herbe et on fait de l'élevage d'ovins. Parce que le mouton rapporte énormément, rapporte pour sa laine. Et je rappelle que c'est le début de la puissante industrie lainière anglaise qui connaît en plus des améliorations mécaniques, hein, avec les premiers métiers à tisser mécanique, donc font tisse plus, donc on a besoin de plus de laine. Donc la laine est d'un très bon rapport. Avec le lait des brebis, on fait des fromages. Ça tombe bien, parce que les paysans chassés vont en ville, auxquels on peut vendre le fromage. Et enfin, on mangera la viande à la fin des moutons. Il y a aussi une transformation, hein, ce on oublie souvent de dire, une vraie transformation de la nourriture en Angleterre. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre n'est pas autosuffisant, ne connaît plus l'autosuffisance alimentaire. Elle importe un certain nombre de biens alimentaires, des céréales en particulier, mais elle a une alimentation qui devient plus carnée, plus riche en termes de protéines. Et on a des caricatures très drôles pendant les guerres napoléoniennes ou les guerres ce que les Anglais appellent les French Wars, c'est-à-dire les guerres contre la France révolutionnaire de 1793 jusqu'à Waterloo, où on a John Bull, qui représente l'anglais type moyen, qui est grand, gros, costaud, et des Français qui sont faméliques. Et les caricatures le disent bien. Les Français font le carnivore. Ils sont maigres, ils sont produqués parce qu'ils ne consomment que des céréales. Quand les British, eux, ça y est, ils sont plus grands, plus forts, parce qu'ils ont introduit une alimentation carnée. Donc toujours que cette révolution, ce que je veux simplement dire, c'est que cette révolution que promeut Jung dans tous ses écrits, c'est son modèle, eh bien c'est quand même une transformation radicale de l'agriculture vers la polyculture, sur la spécialisation, sur des cultures, sur de l'élevage euh, spéculatif. C'est une agriculture qui a un coût social terrible. Tous les petits paysans sont chassés des grands domaines aristocratiques. C'est un usage des terres qui n'est plus intensif, mais extensif. On met en herbe et les troupeaux de moutons se déplacent sur des dizaines et des dizaines d'hectares. Euh, donc c'était une culture qui a ensuite un choc environnemental et paysager. C'est le moment où l'Angleterre devient un vaste pâturage enclos pour les ovins, au détriment de la marqueterie des paysages de la polyculture. C'est aussi une déstructuration des cadres et des valeurs de l'agriculture traditionnelle. En Europe, l'agriculture se pratique de manière collective. On moissonne ensemble les champs. On n'a pas le droit d'enclore les champs. Pourquoi? Parce qu'on fait déplacer les troupeaux. Par exemple, on a des jachères, qui sont des fers qu'on laisse se reposer. Mais en même temps, elles sont utiles, ces jachères. Elles sont utiles, pourquoi? Parce qu'on y met les troupeaux. Le troupeau communal, chacun, une vache, un mouton, etc. Donc on les met sur les jachères, parce que ça permet, un, de désherber la jachère, deux, ça enrichit cette terre qui est au repos par les excréments. Mais, c'est une des raisons, ce qu'on appelle la veine pâture, qui fait que on interdit, sous l'Ancien Régime, à chaque propriétaire d'enclore ses champs de manière à laisser passer le troupeau du village. On a des règles communes ensemble. C'est-à-dire qu'on décide, il y a des dents de vendange, tout le monde doit vendanger le même jour. Il y a des dents de moisson. L'idée étant que chacun respecte les mêmes pratiques pour que, au final, le prix du blé soit le même pour tout le monde, éviter des formes de spéculation. On a des droits pour les pauvres aussi. C'est des pratiques communautaires et collectives. C'est-à-dire, on laisse aux pauvres le droit de biamage après la moisson. On laisse aux pauvres le droit de donder, etc.
Ben, tout ça en Angleterre, c'est fini. C'est le triomphe absolu d'une propriété privée. C'est le droit. C'est ce qu'on appelle l'individualisme agraire. Celui qui est propriétaire des terres, il a le droit d'user, d'abuser de ses terres. Ça veut dire concrètement que s'il n'a pas envie de cultiver ses terres, il ne les cultive pas. S'il a envie de mettre des nouvelles cultures, c'est son droit et personne ne le peut lui contester. Alors qu'en France, c'est vrai que ça, c'est plus compliqué pour l'innovation agronomique. Parce que vous avez une terre, vous voulez mettre des pommes de terre dans votre terre, mais il va falloir vous justifier par rapport à la communauté agricole. Parce que tout le monde est quand même dans le stress de pouvoir se nourrir. Et se nourrir, c'est planter. C'est planter d'abord des céréales. En Angleterre, avec la Révolution, vous êtes propriétaire agricole, vous êtes propriétaire des terres, et ça, on voit que la politique encourage ce modèle, puisque c'est le Parlement qui prend ses voix. Eh bien, vous êtes propriétaire, vous avez le droit de faire exactement ce que vous voulez, et donc en particulier d'enclore vos terres. C'est ce qu'on appelle le mouvement des enclosions. Donc il n'y a plus du tout ces pratiques collectives de l'agriculture euh, au profit de ce qu'on appelle l'individualisme agraire. Donc finalement, le message que distille Arthur Young me semble le modèle qu'il cherche à propager me semble aux antipodes des nouvelles pratiques agricoles sur lesquelles beaucoup aujourd'hui d'agronomes, d'écologues réfléchissent. Donc je pense que là-dessus, voilà, il y a Arthur Young et le modèle d'Arthur Young est vraiment porte-à-faux avec les nouvelles pratiques agricoles. L'anti-message d'Arthur Jung, quand il venait en France et qu'il se rendait compte que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, c'est une espèce de reflet en négatif, de négatif, quoi, finalement. Mhm. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a quand même la notion de ce que tu évoquais tout au début, de cette beauté des paysages, de paysages jardinés, de ce modèle qu'il a pu trouver dans des formes d'agriculture qui, notamment en Limousin, et alors plus en Corrèze, hein, parce qu'on commence à arriver dans le pays de Brive, qui ont été des zones d'une très grande prospérité, hein, au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, qui donnent une très grande prospérité, avec des formes de polyculture, des formes de polyculture, d'élevage, de culture très spécialisée, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, qui a pu aussi voir l'émergence d'une industrie du 19e siècle avec le développement des trains, hein, des voitures à fer, et où finalement il y a quand même une espèce de modèle à la française, un modèle un peu gaulois, hein, qui a réussi à se maintenir et à perdurer pendant très longtemps, en fait, ici, tout en faisant ses preuves économiques. Le Limousin et Saint-Martial en parlait comme d'un pays de cocagne, hein. Ça, c'était bien avant, c'était au IIIe siècle. Oui, alors sur moi je suis très frappé de l'absence d'un regard agronomique d'Arthur Young sur le Limousin. Par exemple, il ne dit rien sur l'introduction des plantes nouvelles. Le sarrasin le blé noir, connaît une très belle poussée en Limousin au XVIIIe siècle. C'est une plante qui n'est pas originaire qui est alloctone, qui connaît un beau développement dans la France au XVIIIe siècle, particulièrement sur les terres froides des massifs anciens. Donc, évidemment en Limousin, évidemment dans le massif armoricain. Le tourtou corrézien n'existerait pas à contre sarrasin. Et le sarrasin, c'est le XVIIIe siècle. Là-dessus, la Corrèze est à comparer avec la Bretagne, parce que la Bretagne, on est tous sous des crêpes bretonnes. Ils savent que la crêpe bretonne, en fait, elle n'arrive que au 19e siècle. Madame de Sévigné, au XVIIe siècle, dit les Bretons que c'est d'abord des mangeurs de châtaignes. Parce que le sarrasin, le blé noir, on dit blé noir, mais c'est pas une céréale, le sarrasin se propage dans la région au 18e, comme il se propage aussi dans un autre pays bouffeur de châtaigne, qui est la Corrèze, au 18e siècle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau que Jung n'a pas vu.
De même qu'il n'a pas vu en Limousin la grande spécificité de la région, ce qui en fait une région assez extrêmement intéressante dans l'histoire agricole de la France, c'est que c'est aussi une région qui à la fois a des espaces de polyculture, mais une des premières régions à être spécialisée. Et notamment le Haut-Limousin, la Marche, autour de l'élevage bovin à destination bouchère. Il y a la très belle thèse du regretté Jean-Paul Deslômes, qu'il avait soutenu à l'université de Limoges, sur l'élevage bovin en Limousin au XVIIIe siècle. Et on voit à quel point, en fait, donc, il y a le développement de cet élevage bovin qui entraîne donc une spécialisation en agriculture, c'est-à-dire qu'on va renoncer à faire des céréales à faible rendement. On va transformer les paysages de la Marche, du Haut-Limousin en bocage, et tous ces troupeaux vont partir massivement vers Paris. Vous allez avoir chaque année des migrations des troupeaux qui quittent pour aller se vendre dans les grandes boucheries des villes parisiennes. Et c'est une agriculture qui est source de profit et qui remplace une mauvaise agriculture de la céréale qui réclame beaucoup de soins pour de très faible rendement. Et cette spécialisation précoce du Haut-Limousin de la Marche, bah, c'est que je suis frappé. Je suis frappé parce que Arthur Young n'en dit pas un mot. On va avoir cette spécialisation des terroirs en France au 19e siècle. Mais ceux qui se spécialisent au 16-17e siècle, ils sont franchement pas nombreux. Et c'est déjà le Limousin, le Haut Limousin enfin le Haut Limousin, oui, on dirait aujourd'hui la Haute-Vielle et la Creuse sont pionniers à l'époque dans cette modernité de la spécialisation agricole dans l'élevage. Il dit rien sur, par exemple, les structures foncières. Il ne parle pas de la métairie limousine. Ça c'est quand même. Et il ne dit rien aussi des belles pratiques paysannes, de l'intelligence des gestes paysans. Alors, il a par exemple, sur la gestion des eaux, à une ou deux reprises, une, il signale l'existence de lacs artificiels près des monts d'Ambazac, mais rien de plus. Il ne parle pas, par exemple, de, du drainage, des techniques de drainage des champs pour transformer ce pays humide et disposer faire des prairies humides, des tourbières, les transformer en belles prairies pour le bétail. Et puis surtout, donc il ne voit pas ce que le Limousin peut avoir de moderne. Il ne parle pas d'une autre spécificité du Limousin, qui est l'importance de la culture des raves. Et oui, parce que les raves, personne n'en veut. Alors, c'est pas du tout considéré comme un aliment humain. En Limousin, on en mange quand on a faim. C'est Turgot qui souhaitait la tête des Limousins en les appelant les mange-raves. Mais tout ce qui est légumes racines, carottes, navets et évidemment pommes de terre, mais ne se mange pas. Mais au Limousin, il y a des raves, et les raves, en fait, les Limousins ont compris que, un, elle était adaptée à la nature de leur sol, deux, si eux n'en mangent pas ou seulement en cas de disette, c'est parfait pour nourrir le bétail bovin dans lequel ils sont en train de se spécialiser. Parce qu'il y a le grand stress alimentaire des bovins à l'hiver. Comment on fait pour nourrir les bovins l'hiver? Eh bien, on envoie une partie qui part en la grande migration des troupeaux, et puis avec ceux qui restent, et donc on peut les nourrir avec ce qui reste un peu de foin et en mélangeant avec des rats coupés. Autant vous dire que le bétail maigrit pendant l'hiver, hein, c'est pas un régime pérennitaire à l'engraissement, mais ça évite les hécatombes d'animaux qui étaient si typiques sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, au mois de novembre, c'était la saison d'abattage parce qu'on avait ce qu'on appelait un matuvianisme, euh, un matuvianisme animal. C'est-à-dire qu'en fait, on était obligé d'adapter le nombre de bovins dont on disposait pour l'hiver
avec le stock de nourriture dont on disposait. Donc quand on avait fait l'été avec des bons, qu'on avait des foins en quantité, on pouvait se permettre de garder un plus grand troupeau, mais sinon c'était pas le cas et donc on était obligé d'abattre et ce qui était d'ailleurs pas très intéressant parce que comme on abattait massivement, le prix de la viande chutait et n'était pas très rémunérateur pour, et donc la culture de la rave en Limousin au XVIIIe siècle, c'est aussi une alternative qui va permettre de garder un plus gros cheptel à l'hiver à l'étable pendant l'hiver et ça, Young ne le voit pas, ça c'est surprenant. En fait, il traverse le Limousin comme un touriste. C'est-à-dire que quelqu'un voit que des choses belles et il veut voir le beau, comme un touriste qui va dans un pays d'un pays en développement, à la plage, et qui ne regarde pas ce qui se passe en dehors des cocotiers. Ben, ça va pas la même chose. Jung, il est ravi, il arrive dans le Limousin, il est en pamoison devant l'état des routes qui ont été améliorées par Turgot, il est en pamoison par enfin un beau paysage vallonné, euh, diversifié, après la morne plaine du bassin parisien et la Champagne de Réchane. Il est juste, voilà. Il- Et d'ailleurs, finalement, il a aussi vu un des atouts majeurs du Limousin, qui est la beauté. Parce que le Limousin, aujourd'hui, a- est une terre d'attraction. Les gens viennent s'y installer pour le travail, mais aussi pour la beauté des paysages. Regardez nos amis retraités britanniques qui plébiscitent la région pour cette raison. Voilà, et pour moi aussi qui ai vécu dans de nombreuses régions françaises, finalement, j'ai choisi le Limousin comme terre d'accueil sur lequel je me suis installé et que je trouve vraiment une très, très belle région. Laurent, toi, je voudrais vraiment te remercier pour, ce regard éclairant sur, de l'historien que tu es, hein, sur cette vision de cette région. J'ai aussi beaucoup aimé cette ellipse quand on est parti d'un paysage beau et puis finalement, à la fin, dans ce que ne voit pas Arthur Jung, tu as beaucoup développé l'aspect de l'élevage bovin et Vix-sur-Broye, le petit village dans lequel on initie tout ce travail de corridor, de replanter des haies, de refaire en sorte qu'il y ait une nature sauvage, une nature cultivée qui soit en meilleure harmonie. Vix-sur-Broye est aussi un des hauts lieux de la région Limousin en matière d'élevage bovin et donc une composante essentielle de ce territoire. Et en fait, euh, dans, dans le, dans ce petit passage qu'Arthur fait en Limousin, il a vu que la vie y était belle, finalement. Et en même temps, je voudrais ajouter ma note de pessimisme, c'est qu'il ne voit pas les réussites, l'originalité, les aspects pionniers, mais il ne voit pas la face noire. Euh, il dit que l'habitat est un salut, qu'il n'y a rien à manger dans les lieux où il descend. Euh, mais il n'y a pas d'enquête ethnologique sur l'état social du Limousin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui y paient. Le Limousin reste quand même un pays pauvre. Le Limousin reste un pays pauvre, reste un pays qui n'est pas transformé non plus par les lumières intellectuelles du XVIIIe siècle. C'est un pays où on ne vit pas toujours très bien. Euh, c'est un pays qui souffre par exemple de malnutrition parce que il y a l'élevage bovin, mais l'élevage bovin, il part, il est vendu. Il est vendu souvent vers Paris ou vers les villes. Les troupeaux partent vers Tours, Paris, Orléans. Et l'alimentation des Limousins est particulièrement déséquilibrée. Et donc, du coup, ça, il y a des vrais troubles physiologiques, par exemple. Il y a Turgot se plaignait d'une espèce de paresse des Limousins. C'est tout à fait un mythe, mais c'est entre autres lié à leur régime alimentaire. Et puis, il y a cette statistique absolument effrayante qui a été établie par la conscription napoléonienne. Vous savez que
la conscription a été un moment où l'État opère un contrôle social sur la population, en tout cas sur tous les jeunes gens de 20 à 25 ans. Les statistiques sont effrayantes en Limousin. En 1806, un quart des conscrits de la Haute-Vienne, un quart des conscrits de la Haute-Vienne, c'est-à-dire un quart des jeunes gens de 20 à 25 ans, sont réformés. À cause de quoi? À cause du défaut de taille réglementaire. Pour partir à l'armée, pour la grande armée napoléonienne, il fallait mesurer plus d'1,54 m. Ça veut dire qu'un quart des jeunes de la Haute-Vienne mesuraient moins, les jeunes hommes, hein, mesuraient moins d'1,54 m en 1806. Ça dit aussi quelque chose de l'état de l'agriculture limousine qui nourrit peut-être les hommes. On n'est pas en moment de sous-nutrition, mais on est quand même en période en moment de malnutrition. Et puis, il y a quand même toujours ce stress alimentaire, hein, c'est-à-dire que la région a été extrêmement vulnérable aux caprices météorologiques, hein. Je me souviens d'une très grande famine, on dit famine, mais aujourd'hui, les historiens, on revient dessus, on parle plutôt d'une disette aiguë, c'est-à-dire que, voilà, été pourri, moindre récolte, et tous les prix des denrées alimentaires explosent. Et donc, ceux qui se trouvent écartés du marché alimentaire sont forcément les plus pauvres. Donc, vous avez une disette aiguë dévastatrice en Limousin, encore en 1769, 1770, sans compter celles qui suivront par la suite. Donc, il y a quand même cette vulnérabilité. Et ça, tout ça, tout ça, Jung l'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il y avait de pionniers dans la région, et il n'a pas vu non plus les grosses zones d'ombre et les parcs d'atavisme. C'est vraiment un voyage étonnant ce qu'a fait Jung en Limousin. C'est vraiment le voyage d'un touriste britannique, plus que d'un agronome. Ici s'achève notre enregistrement. Merci à Laurent Brassard et à Hervé Covès. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet en référence de ce podcast. Pour en savoir plus sur Corridori, visitez notre site internet corridori.org.